Alors, bonjour à tous, bienvenue dans mes petites capsules JavaScript. Mon nom est Luc Boyer. Aujourd'hui, nous allons parler de débogage. Alors, d'emblée, il faut comprendre qu'il est terriblement difficile de faire du code HTML ou du CSS ou du JavaScript du premier coup sans faire aucune forme d'erreur. C'est pratiquement impossible. On fait tous des erreurs. On le sait quand on écrit des textes et qu'on se retrouve à faire des coquilles. Ben voilà, c'est bien difficile d'éviter les erreurs, que ce soit grammaticales, orthographiques, syntaxiques, etc. Et tout. Bon, il y en a qui en font plus que d'autres, mais tout le monde en fait. OK? Alors, le problème, c'est que les ordinateurs sont beaucoup moins tolérants en ce qui a trait à ces types d'erreurs-là. Souvent, on va avoir évidemment des plantages où ça ne fonctionnera pas, ça ne donnera pas les bons résultats. On peut évidemment peut-être catégoriser dans la programmation deux grands types d'erreurs les plus importantes, soit les erreurs qui sont relatives à des erreurs orthographiques, syntaxiques, que ce soit par exemple des accolades qui sont mal fermées, des parenthèses, des variables, des noms de fonctions, etc. Et puis les erreurs de conception, c'est-à-dire ça ne donne pas la bonne, le résultat est là, mais ça ne donne pas le bon résultat. Donc c'est un autre type qui sont des erreurs, évidemment, qui sont de plantage, littéralement, des erreurs d'exécution. Donc, une boucle itérative qui tourne constamment, qui fait planter le navigateur, ou ça peut être une division par zéro dans ce style-là. Bon, ce sont d'autres genres d'erreurs, OK, qu'on veut éviter, bien entendu. Bon, alors, en premier, j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'on va utiliser encore donc PSPad cette fois-ci et on va utiliser Chrome pour ce qui est d'autres types d'erreurs, de débogage. Pour ce qui est de PSPad, il existe encore une fois plusieurs éditeurs de texte qui sont super bons sur le marché, mais qui sont payants, d'autres qui sont gratuits. On utilise PSPad parce que c'est ce que l'on a dans notre institution et qui fait quand même un bon travail. Il ne fait pas aucune forme de débogage en ce qui a trait à JavaScript. Il va simplement te dire pourquoi ça ne fonctionne pas. Mais par contre, il fait quand même un bon job pour ce qui est de CSS et de HTML. Alors, on va donner des petits exemples. On pourrait dire qu'il y a deux types de façons dont PSPad va vous signaler les erreurs. Le premier, c'est par la colorimétrie, c'est-à-dire du color coding. Donc, tel type de couleur va te spécifier comme quoi que c'est tel type d'erreur. Et aussi, lorsqu'on utilise évidemment le système de débogage qui est approprié, donc la commande de débogage. J'aimerais attirer votre attention sur le fait que dans HTML, en ce qui a trait bien entendu en ce qui a trait au menu qui est présent ici, alors vous avez différentes possibilités. Moi, ce qui va m'intéresser bien entendu, c'est celui-là ici, contrôler le code HTML. Mais évidemment, vous avez remarqué que d'autres petits trucs ici, comme par exemple reformater le code HTML, reformater en CSS. J'avoue que ça fonctionne plus ou moins bien dans PSPad. Ça ne fait pas exactement le travail que je désire vous enseigner. Par contre, ici, si on regarde au niveau des styles, vous remarquerez ici ce que j'essaie de faire avec vous. Donc, voyez-vous, style et style au départ. Donc, c'est une bonne pratique de faire des retraits. Vous avez remarqué ici, comme par exemple ici, généralement, je ne fais pas ça. Donc, on va enlever ici l'espace libre. OK? On ne veut pas avoir des trucs qui vont traîner, comme par exemple ici. D'accord? Donc, on essaie de coller un peu les choses. OK? Pour éviter ce genre de petites erreurs-là. Puis aussi de mettre des retraits pour savoir quand est-ce que les balises commencent, quand est-ce qu'elles se terminent. Dans ce cas-ci, c'est évidemment des accolades en CSS. Alright? Donc, on évite ce genre de petits trucs-là, des trucs comme ça ici qui vont s'en aller de même, puis des choses qui s'en aller de même ici. Ça fait quelque chose qui est terriblement difficile. C'est pas que ça vous donnera des erreurs, mais c'est terriblement difficile à lire. D'accord? Alors ici, je vais remettre ça en place si vous permettez. On va faire ça bien. Et pour que ça fonctionne ici, ouais. Bon, OK. Ah, c'est bon. All right. Alors, déjà, un petit truc que je peux vous donner quand on parlait de codage par couleur. Alors, si je m'en vais, par exemple, en faisant la chose suivante, ici, Color Align, puis je mets, par exemple, ici, NG. Alors, déjà là, le système va me spécifier comme quoi qu'il y a une petite erreur par un code de couleur en disant, cette propriété-là, ben, je ne la connais pas. Donc, en CSS. Alors, donc, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais ça veut dire que dans ce cas-ci, le PSPad nous dit comme quoi que ça ne fonctionne pas. C'est pas disponible. Alors donc, en arrangeant ça, ben, ça va régler une partie du problème. Vous remarquerez aussi que si je fais quelque chose comme ceci, DI, par exemple, comme ceci, le système ne donnera pas d'erreur. C'est qu'en fait, essentiellement, on peut programmer différents types de balises, s'inventer aussi d'une certaine façon des balises qu'on peut utiliser. Alors donc, le système ne le verra pas nécessairement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'erreur. Ça signifie tout simplement qu'il ne le verra pas.
D'accord? Donc, il faut faire attention à ce genre de trucs-là. Même chose ici, si on parle d'accolade ici, il ne verra pas nécessairement. Alors, donc, encore une fois, c'est plus tard qu'il va probablement le voir, mais ça ne veut pas dire qu'il ne le verra pas du premier coup, d'accord? Donc, généralement, il faut faire attention à ce genre de trucs-là. Si pour on a des erreurs, PSPad, c'est plus qu'il ne le voit tout simplement pas. Vous remarquerez encore une fois qu'entre style et ici, je script, je n'ai pas mis de ligne vierge, encore une fois, pour éviter ce genre d'erreur-là. Donc, je colle tout ça habituellement pour m'assurer qu'il n'y a pas de problème et je m'assure toujours de voir une congruence dans mes retraits pour que je puisse facilement les voir. Donc, script ici, script. Donc, j'ai juste une seule fonction ici pour le moment. Vous remarquerez que j'ai fait quelque chose d'un peu spécial ici. J'ai ajouté ça. C'est une bonne pratique de le faire. Hein? Alors, ce que je mets, c'est tout simplement ici, je mentionne pour chacune des fonctions quel va être en fait son sommaire, qu'est-ce que ça va faire, les antécédents et les conséquences. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rentre, quelles sont les variables que je vais utiliser à l'intérieur de ma fonction et les conséquences, quelles sont celles qui vont être affectées. Alors, si j'ai comme plusieurs fonctions ici, alors je fais semblant d'en avoir plusieurs, ultimement, ce que ça signifie, je devrais avoir des en-têtes ici de fonctions pour chacun. D'accord? Encore une fois, c'est une bonne pratique de le faire. Puis souvent, ce qu'on va faire, c'est que quand on veut faire un sommaire en fait de notre programme, on va avoir juste les en-têtes de fonctions sans le contenu, avec évidemment les noms des fonctions. Puis on remet ça généralement sur une, que ce soit sur une feuille, sur un document à part, pour avoir une bonne idée de ce que le programme fait, comment, quel est l'algorithme qui est en arrière de tout ça. Si on regarde plus spécifiquement maintenant au niveau de HTML, ok, donc si je m'en vais par exemple sur CC, puis je vais mettre par exemple, je ne sais pas moi, pi ou pu ou quoi que ce soit, ben, le système s'explique qu'il ne le reconnaît pas. Dans le cas de PSPad, il va dire comme quoi que cette balise-là n'existe pas. Alors donc, il y a un petit code. Ça ne veut pas dire nécessairement que je n'ai pas le droit de le faire, ça veut dire simplement qu'il ne le reconnaît pas. Alors, encore une fois, on parle de color coding ici. Okay? Par contre, cependant, si je fais une erreur comme, pas une erreur, mais que je fais quelque chose comme par exemple ici, le système s'explique qu'il ne me le donne pas comme il faut. Je vais avoir un petit code de couleur ici, comme quoi que j'ai mal terminé mon div, et la preuve, c'est qu'ici, il met en bleu ici. Alors, je vais juste le remettre ici, mais certaines vont être plus difficiles à voir que d'autres. Donc, ça, c'est pour cette première partie-là. Donc, la deuxième partie, peut-être plus intéressante, c'est l'utilisation d'un vue F10 en cloud qui me permet de pouvoir activer, en fait, le navigateur intégré à l'intérieur de PSPad. Donc, vous savez ce que je veux dire lorsque je fais, par exemple, CF10. Okay? Mais il est possible aussi d'utiliser CTRL F10. Alors, je le fais immédiatement, CTRL F10 ici. Alors, CTRL F10, dans ce cas-ci, va me donner des erreurs et des warnings. Les warnings, ça veut dire que, écoute, ça va fonctionner pareil, mais il me semble qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Les erreurs, généralement, il va dire non, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui n'est pas bon dans ton programme. Okay? Dans le HTML, on parle, ou bien tout simplement dans le code, dans le cas, par exemple, de CSS. Alors, si vous permettez ici, deux petites affaires, les deux warnings en question, c'est qu'il est généralement de bonne idée de déterminer quel style qu'on a l'intention d'utiliser. Et dans ce cas-ci, ce que ça signifie, c'est simplement, et je vais le faire ici, si vous permettez, je l'ai déjà fait ici. Donc ici, je vais remplacer carrément cette balise-là ici par celle-ci. Alors, qu'est-ce que ça signifie en fait comme style ici? Donc, je vais le mettre un peu plus ici, comme ceci. Ouais, c'est ça. OK? Alors, ici, ce que je veux faire par là, ici, autre petite erreur que je vais arranger, c'est qu'il est de bonne pratique, OK, de déterminer quel est le style que j'ai l'intention d'utiliser. OK? C'est ce qu'il me dit d'ailleurs. Il dit Inserting Type Attribute. On ne le fait pas en classe, prochainement, les petits programmes qu'on fait, ça n'a pas beaucoup d'instances, le navigateur est permissif par rapport à ça. Il nous dit comme quoi que, bon, c'est correct, j'ai compris, je vais prendre ça. OK? Mais dans une pratique, je dirais, plus structurée, il est grandement recommandé de mettre, évidemment, le style en question. Même chose ici pour le script. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est que d'emblée, le navigateur va comprendre que vous avez l'intention d'utiliser JavaScript. Mais ce n'est pas toujours, évidemment, aussi simple que ça. Alors, si vous permettez ici, je vais utiliser plutôt cette balise-là ici, comme cela, et dans lequel ici, je vais mentionner comme quoi j'ai l'intention d'utiliser ici texte JavaScript. OK? Alors, il y a plusieurs possibilités par rapport à ça. Vous pouvez mentionner l'édition que vous avez l'intention d'utiliser pour ce qui est JavaScript. On peut mettre du VBScript, on peut mettre donc différents types de langages. On va prendre celui-là, je pense qu'il va faire la job. Alors, donc, si je fais encore une fois ici CTRL F10, je remarque que cette fois-ci, je n'ai aucun warning, aucune erreur.
Faire attention parce qu'effectivement, dans certains types de trucs que je peux faire ici, donc si je fais ici input, aussi width, ça c'est là, le système va arriver, va me dire que je ne vois pas ton erreur, tout est correct, mais pourtant il y en a une. OK? Alors donc, il faut faire attention, ce n'est pas nécessairement le meilleur éditeur qui existe au niveau du HTML. À cet effet, il y a des plugins qu'on peut mettre à l'intérieur, évidemment, de Chrome, mais qui fonctionnent uniquement pour des pages qui sont publiées sur le web. À cet effet, je peux vous parler, par exemple, de Validity, qui est un plugin. Il y a aussi HTML Validator. Donc, il existe beaucoup de logiciels sur le marché qui permettent d'aller un peu plus loin que PSPad pour réussir à faire le travail. Donc, évidemment, si je m'en vais ici, je m'en vais simplement ici sur donc F10 ici, et voilà, donc j'ai quelque chose qui est évidemment non fonctionnel parce que je n'ai pas mis aucun code ici à l'intérieur, mais au moins je n'ai pas d'erreur. Ce qui m'amène donc maintenant à aller vers la prochaine étape, c'est-à-dire comment fonctionne le debugger dans l'environnement Chrome. La première chose évidemment qu'il faut comprendre, c'est que tu prends un programme. Hein? Si vous permettez ici, alors, je vais faire quelque chose qui est très simple. Je vais simplement mettre ici une alerte, puis je vais faire une erreur. OK? Dans lequel ici, je vais tout simplement mettre quelque chose comme ceci. Oh, excusez-moi. Allô? Comme ceci. Et voyons voir si le système va le trouver. Donc, effectivement, si je m'en vais ici, puis je m'en vais vers mon navigateur qui se trouve à l'intérieur de PSPad, je m'en vais cliquer ici, puis il me dit non, ça ne fonctionne pas. Et c'est là, généralement, où est-ce qu'on commence à capoter, puis paniquer, parce que comment ça se fait, ça ne marche pas. OK? Alors, voici qu'est-ce qui est possible de faire dans l'environnement Chrome. Et ça, pour ça, il va falloir faire alterner hein, l'une et l'autre, c'est-à-dire de passer de PSPad à Chrome et vice-versa. C'est ce que je vous suggère de faire. Il existe différentes possibilités autres qui vont faire ça. Moi, c'est la manière que nous allons fonctionner en classe. Alors ici, ce que je vais faire, je vais donc ici aller chercher Chrome ici. Donc on remarque qu'effectivement, oups, je vais juste faire ceci. Et voilà, donc je m'en vais ici, puis ça ne fonctionne pas plus. Comment aller chercher le debugger dans l'environnement Chrome? C'est facile. Il y a deux façons de le faire. Vous pouvez faire clic droit ici, puis inspecter l'élément, ou vous pouvez simplement faire CTRL majuscule I. CTRL majuscule I va faire sortir le debugger et il va se retrouver complètement en bas ici. Je vais prendre quelques moments pour expliquer comment fonctionne le debugger. Premièrement, vous avez remarqué qu'il y a différentes fenêtres. Il y a la fenêtre qui correspond grosso modo à votre application. En passant, il y a toujours des trucs qui sont cute, un peu rigolos. Le debugger, les outils debugger de Chrome se sont beaucoup améliorés dans les dernières années. Je trouve qu'ils en font énormément. Alors, ça peut être intéressant, évidemment, de l'utiliser ici, mais sachez qu'effectivement, ça en fait beaucoup. Là. Il y a beaucoup de trucs qui est possible de faire à l'intérieur. Juste un petit truc comme ça ici, je peux même, si je le désire, aller chercher le simulateur de produits comme, par exemple, des BlackBerry, des Apple, etc., ce genre de trucs-là. Okay? Donc, pour voir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. Je ne le ferai pas, si vous permettez, mais on peut utiliser ces produits-là qui sont vraiment donc quand même assez intéressants d'utiliser. Donc, si vous me permettez, je vais le mettre en mode standard okay, pour pouvoir le faire. Vous avez évidemment la possibilité aussi, pour ceux qui préfèrent travailler plus avec le debugger en bas plutôt que du côté droit, vous avez ce volet-là ici qui vous permet d'alterner de l'un à l'autre. Moi, je me suis habitué beaucoup maintenant à aller avec du côté droit, mais dans les premières années, c'était plutôt ici là, que je l'utilisais. Bon. Ça dépend évidemment de l'interface, ça dépend jusqu'à quel point évidemment c'est chargé et jusqu'à quel point vous avez besoin de bouger de l'un et l'autre. Vous permettez, je vais le mettre du côté droit ici. Vous avez différents onglets ici et différentes fenêtres qui se retrouvent ici. Donc les onglets ici, si vous allez sur Éléments, Network, Source, Timeline, Profile, Resource, puis vous avez aussi évidemment le mode console. Okay? Donc on voit tout de suite déjà un problème qui vient de sortir et c'est celui évidemment qu'on veut faire sortir. Juste rapidement, je vais quand même mentionner que si vous allez sur le mode élément ici, vous allez voir qu'automatiquement ici, vous pouvez, en jouant sur les différentes fenêtres ici, accéder à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je vois ici. Donc, on voit ici le code de couleur qui est relatif à ça. Vous avez tout ce qui a trait à du CSS qui est utilisé à l'intérieur ici. OK? Et même si vous vous promenez ici à l'intérieur comme ceci,
Donc, je peux aller sur chacun ici, puis voir qu'est-ce qu'il y a pour chacun. Alors, ce qui est quand même assez intéressant, qui nous donne un bon coup de main sur, par exemple, la façon dont votre code HTML, votre CSS se retrouve. Donc, on parle ici d'éléments. Hein? Donc, ce qu'on en a vu dans les premières semaines de cours. Maintenant, deux choses sur lesquelles on va travailler surtout, ça va être évidemment la source ici et évidemment le mode console ici et évidemment tout ce qui a trait à ça ici. OK? D'accord? Alors, si vous permettez, on va aller en premier sur le mode console pour réaliser qu'effectivement, il y a une erreur. Uncut, donc reference error, alert is not defined. Il dit comme quoi qu'il ne trouve pas cette fonction-là, il ne la connaît pas. Et puis il est gentil, il me dit qu'effectivement, c'est en bidon.html, donc mon fichier en question, et la ligne 39. Je peux même cliquer là-dessus. Et automatiquement, le système me permettrait d'aller faire des tours là-dessus, puis de déterminer à la ligne 39 qu'il y a effectivement une erreur ici. On peut même faire des changements directement à l'intérieur du navigateur. Cependant, le problème, c'est que ces changements-là ne seront pas permanents. Il est préférable de faire plutôt d'accéder à votre PSPad. Donc, on va voir qu'effectivement, c'est la ligne 39 ici, là. Pour réaliser que j'ai fait une erreur, si vous permettez, je vais corriger ceci. Et là, ce qui est important de savoir, c'est la chose suivante. Premièrement, CTRL-S pour sauvegarder, ou fichier enregistré, là, pour sauvegarder. Après ça, j'alterne avec Google. Je dois rafraîchir mon Google pour que ça fonctionne. Deux façons de le faire, la touche F5 ou alors tout simplement CTRL-R. C'est ce que je fais ici maintenant. Je fais CTRL-R, je reset, je refresh mon programme et je vérifie. Et automatiquement, le système me sort mon alerte comme quoi que, bon, il n'y a pas de problème. Je n'ai pas d'erreur nulle part au niveau, par exemple, du mode console ou de source en question. Aucun problème. Bon, maintenant, on va faire un petit programme. Alors, si vous permettez, je vais m'en aller ici sur PSPad. Je fais une petite pause. J'écris mon petit programme rapidement, puis je vous reviens dans un instant. Alors, voici donc mon petit programme. Bon, ici, je vais juste enlever ça. Ici, je n'en ai pas vraiment besoin. Alors, encore une fois, ça respecte un petit peu ce qu'on fait d'à peu près dans tous les algorithmes. Alors, donc, j'ai des déclarations et affectations de variables, j'ai donc une opération quelconque, et après ça, j'ai un affichage. OK? Donc, c'est à peu près ce qu'on retrouve dans la très grande majorité donc, des algorithmes. Alors, qu'est-ce que je désire faire, tout simplement? Bien, ici, j'ai une variable qui s'appelle message, j'ai ici une variable qui provient de mon code HTML, et ce que je veux, moi, c'est si, par exemple, inText est plus petit ou égal à 12 et que inText est plus grand ou égal à 1, alors c'est un nombre de mois valide, sinon le nombre de mois est invalide. Encore une fois, CTRL-S, bien entendu, ici, je m'en vais sur donc, Google, je fais CTRL-R pour faire un refresh, je clique ici, je peux avoir nombre de mois valide, et je m'en vais sur 13 ici, nombre de mois invalide, ou sur 0, nombre de mois invalide. Alors, donc, on est correct. Nombre de mois dans le sens, évidemment, d'un mois spécifique, le mois numéro 5, le mois numéro 7. Bon, la façon de le dire peut-être pas nécessairement correcte, mais je pense que vous avez compris le principe. Alors, maintenant, imaginons qu'on fait maintenant des petites erreurs, OK? Et ça arrive fréquemment, puis on essaie de savoir, évidemment, où est-ce que sont ces erreurs-là. Alors, si vous permettez, je m'en vais ici. Et je vais faire une erreur. Donc, la première erreur que je vais faire ici, je vais oublier une accolade. OK? Alors, donc, ici, j'essaie de faire quelque chose comme ceci. Je m'en vais à l'intérieur, par exemple, de mon PSPad. J'essaie de faire quelque chose, puis ça ne fonctionne pas. Puis là, bon, ça ne marche pas, puis de la frustration, puis toutes ces choses-là. Alors, donc, je m'en vais, si vous permettez, sur Chrome. Évidemment, je me suis assuré d'avoir mon débugger qui est présent. Évidemment, CTRL-S dans PSPad, CTRL-R ici, hein, CTRL pour que ça puisse fonctionner. OK? Et je clique, et je n'ai même pas besoin de cliquer très, très rapidement. Il y a déjà un petit truc qui vient d'arriver ici. OK? Dans l'onglet qui s'appelle Source, qui me dit comme quoi qu'il y a quelque chose qui ne marche pas ici. Là. OK? Unexpected end of input. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et si on s'en va d'ailleurs ici dans le mode console, il va me dire la même chose ici. Et il me dit même où est-ce que c'est, encore une fois, donc à la ligne 47, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il ne me dira pas tout, là. Il ne réparera pas tout, là. Mais il m'indique au moins que c'est à cet endroit-là qu'il croit qu'il y a une erreur. Alors, si vous permettez, je vais m'en aller ici. Et puis, effectivement, ici, ce que je vais faire, je vais faire aller ma petite souris sur les différents trucs ici. Donc, je vois ici que je ferme ici, et oups, je réalise qu'ici, c'est pas supposé fermer ça, c'est supposé fermer ça. D'où l'importance de faire les retraits comme il faut.
OK? De cette façon-là, on le voit assez rapidement. Là. Donc, ça, c'est supposé de fermer ça. Là. On le voit, c'est en ligne ici. Si tu ne le fais pas, tu ne le verras pas. OK? Tu vas chercher. Surtout quand il y a beaucoup de lignes de code. Là. OK? Là, il n'y en a pas. Il n'y a rien. Il y a 7-8 lignes. Alors, donc, ici, évidemment, je vais fermer l'accolade ici. CTRL-S encore une fois. Je vérifie sur Google Chrome. CTRL-R. Je vérifie ici et je vois que c'est valide. OK, parfait. Je retourne, si vous permettez, là-dedans. Je vais faire un autre genre d'erreur ici. Alors, si je vais mettre DevRes ici, puis regardez, justement, une erreur commune, HTML. Tant qu'à être, je vais en faire une coupe d'autres, OK? Je vais faire ici point value, ça c'est correct. Document, ici, je vais enlever ça. Quoi d'autre? Faire cela, je vais mettre ça en minuscule. Et ici, je vais mettre MSG. Ici, je vais mettre, au lieu de mettre int_x, ici, je vais mettre int_x. Ce sont toutes des erreurs qui sont courantes. Alors, j'ai mélangé à l'intérieur de ça 3-4 types d'erreurs. Premièrement, des erreurs qui sont syntaxiques, des oublis d'accolade. Tiens, on va peut-être enlever ici une parenthèse. OK? Donc, beaucoup d'erreurs qui sont à l'intérieur. J'ai aussi des erreurs. Et généralement, ce genre de truc-là, j'espère qu'à un moment donné, on arrête de faire du code et on va vérifier de temps en temps. Sinon, on se retrouve avec un paquet d'erreurs, puis là, ben, lesquelles qu'on a faites, c'est un peu plus long. Alors donc, idéalement, toujours la même chose. On fait quelques lignes de code, on vérifie toujours, et on passe comme ça d'un à l'autre. Alors, j'en ai fait plusieurs. J'ai des erreurs, évidemment, comme on disait, de variables, des erreurs de fonctions, d'appels de fonctions, etc. Voyons voir ce que le système va nous trouver. Alors, je m'en vais évidemment ici sur, évidemment, Chrome. CTRL-R encore une fois. Le système me sort déjà des erreurs. Donc, il me dit ici en mode source, il dit attention, tu as déjà une erreur ici. Et ce qu'il me dit, c'est quoi ça? Unexpected string. Unexpected string, dans ce cas-ci, il me laisse sous-entendre, bien entendu, ici, qu'il y a quelque chose dans la string ici qui n'est pas correct. Imaginons que j'allume juste sur le fait que j'ai oublié ici la parenthèse, parce qu'effectivement, j'ai une string ici, et là, je l'ouvre ici, mais je la ferme ici, mais je ne l'ouvre pas. Alors, imaginons que je fais ceci, CTRL-S, je passe encore une fois à Chrome, CTRL-R, et je vais, clic. Ah, pas d'erreur là. Génial. Alors, donc, je m'en vais ici sur clic. Alors, voyons voir ici. Bon, ça ne fonctionne pas. Puis, on voit, il y a un petit truc qui est juste ici, hein, 3 là. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il y a ici. Je m'en vais évidemment sur, ici, le mode console. Et là, le système va me dire, c'est parce qu'il y a des erreurs là. Donc, tantôt, il ne me le disait pas dans le mode source, mais dans le mode console, il me dit comme quoi qu'il y a des erreurs qui est là. Et puis, même ici, il y en a comme 2 ici. Voyons voir ce qu'il y a à l'intérieur ici. Alors, il me dit comme quoi qu'il y a faire cela ici qui n'est pas défini sur, évidemment, l'événement onClick. Alors, voyons voir qu'est-ce qu'il veut dire par là. Donc, je m'en vais sur bidon.html, 56, et il me dit qu'il y a 56 ici. Je suis supposé avoir une fonction qui fait faire cela. Dans ce cas-ci, ce n'est pas une méchante idée de regarder si la structure est correcte, mais évidemment, nous, on s'en doute un petit peu. Faire cela, il se peut que je l'aie mal écrit, et malheureusement, le système JavaScript, en fait, le langage de programmation JavaScript, est très, très, très à cheval sur les principes en ce qui a trait aux majuscules. Alors, donc, je m'en vais ici sur PSPad. Je reviens ici et je vais une erreur à la fois. Pardon, excusez-moi. CTRL-S. Je m'en vais sur Chrome. CTRL-R. OK? Et encore une fois, source, ça ne me semble pas causer de problème. Allons-y. Clic. Bon, j'ai une autre erreur. Voyons voir qu'est-ce qui s'est passé. Uncut. Document is not defined. Alors, effectivement, ici, document, c'est quelque chose qui n'existe pas. Alors, je peux m'en aller ici en mode console et déterminer qu'effectivement, c'est la même erreur qui apparaît là. Je retourne à l'intérieur ici de PSPad. J'ajuste mon erreur ici pour document. CTRL-S, je retourne dans Chrome. CTRL-R, je clique. Une autre erreur. OK, voyons voir qu'est-ce qui se passe. Je suis en mode console. Mode source, probablement qu'il me l'aurait dit aussi. Il me dit comme quoi que int_x, ici, il y a un problème. OK? Donc, encore une fois, un peu plus précis ici. Pas précis, mais il me donne l'information ici complémentaire dans contrôle, dans console ici. Uncut reference error. int_x ici is not defined. Is not defined. Je ne l'ai pas déclaré. Donc, essentiellement, ce que ça signifie, ça se peut que ce soit vraiment une variable que j'ai oublié de déclarer. Là. OK, alors donc, il va falloir la déclarer. Mais dans ce cas-ci, évidemment, on se doute que l'erreur était probablement ailleurs. Donc, je m'en vais ici sur int_x ici et je vais tout simplement ajouter ici mon int_x là.
On va voir qu'est-ce que ça donne. CTRL S, je m'en vais ici. CTRL R, je m'en vais ici. Et je clique mode console. OK, j'ai rien de spécial qui vient de se produire, mais cependant, j'ai rien qui se passe. OK. Source ici, j'ai pas de problème. Puis si je m'en vais maintenant ici en mode console, j'ai pas rien qui apparaît. Pourquoi? Et c'est là que ça devient un peu plus difficile, puis c'est là nécessairement qu'on va être obligé d'aller vers d'autres types de façons de gérer nos problèmes, OK? Dans ce cas-là. Évidemment, ce qu'on peut voir ici rapidement, OK, c'est que si on s'en va sur le mode ici, on se rend compte ici qu'il devait y avoir probablement une erreur dans ce style-là ici, Document Getting by ID, OK? Et c'est probablement ici qui est mon problème, OK? Donc, je vois ici qui est... Et ici, on va juste faire un petit changement rapide ici. Donc, si je m'en vais pour faire la chose suivante ici, inner.html, HTML ici est égal à donc MSG. Donc, on voit ici que tout semble correct de ce côté-là. Voyons voir si on a réglé le problème. Donc, je m'en vais ici sur, encore une fois, mon donc Chrome. Je clique là-dessus, nombre de voix valides. Donc, voyez-vous, dans certaines circonstances, le système ne trouvera pas. Si je retourne, si vous permettez, très rapidement là-dessus ici, donc inner.html, si je triche, puis j'enlève juste HTML ici. Voyons voir. CTRL S, je m'en vais ici. CTRL R, je clique ici. Le système va me dire, non, je n'ai pas de problème, il n'y en a pas. OK, donc il ne voit pas ici, dans ce cas-ci, la problématique qui est reliée à ma méthode qui s'appelle HTML. Alors donc ici, je reviens, si vous permettez quelques secondes, je vais arranger ceci, HTML, c'est ma méthode, désolé, c'est plutôt ma propriété, et je retourne ici sur donc Chrome, et je le fais, et effectivement, ça fonctionne. Donc, pour ce qui est du débogage en tant que tel, il se peut que Chrome n'arrive pas à voir ce qui se passe. Okay? Alors donc, il va falloir trouver une autre façon de faire quelque chose qui va aller un petit peu plus loin pour voir si ce n'est pas par hasard une propriété que j'ai mal écrit ou quelque chose que je suis en train de construire. Okay? Pour ça, on va aller faire autre chose et pour ça, je vais faire un autre programme qui va évidemment faire le travail. Alors ici, je vais faire ça rapidement. On va voir si je le fais très rapidement. Donc ici, je vais reprendre évidemment l'exercice que j'ai donné lorsque on a fait les structures itératives. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, allez faire un tour dans les structures itératives, s'il vous plaît, la vidéo que j'ai faite là-dessus. Alors, je vais trouver le factoriel d'un nombre. Alors ici, je fais simplement ici var, j'ai mon message ici. Donc int ici, facto est égal à 1. OK, donc j'initialise au départ parce que dans un contexte multiplicatif, si je le laisse à 0 ou je ne l'affecte pas au départ, ça va bugger, ça va être égal à 0. OK, alors ça ici, par exemple, je vais changer ça. Alors, je vais faire ici un for, donc une structure itérative simple, OK, dans lequel ici, je vais faire la chose suivante. Donc, i est égal à 1. Donc, i est plus petit ou égal à int x. OK, et après ça, i++. Alors ici, c'est relativement simple. Tout ce que j'ai à faire, évidemment, c'est de dire que int facto. Et je vais prendre la vue facile, si vous permettez, pour que vous puissiez bien voir ce qui se passe. Je vais faire encore int ici, facto fois x. Donc, l'ancien facto va être donc ajouté, évidemment, non pas de x, désolé, de i. OK? Donc, la nouvelle valeur de i. Donc, i de facto est égal à 1, à un moment donné, va être égal à 2. Alors, 2 fois 3 va donner 6. Après ça, 6 fois 4 va donner 24, etc. Bon, on va le voir de toute façon dans quelques secondes. Et ça met en perspective, évidemment, ce qu'on a fait dans la capsule qui traitait des structures itératives. Donc, OK, donc ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Les structures itératives, encore une fois, sont terriblement dangereuses. On se retrouve souvent avec des erreurs, non pas nécessairement de conception, mais des erreurs de plantage, là, donc des erreurs d'exécution. Des structures qui sont mal faites, qui font en sorte qu'automatiquement ça tourne sans arrêt. Et puis, bon, on va au-dessus de la mémoire, évidemment, affecté par le navigateur. Une chance, maintenant, les navigateurs sont quand même bien conçus. Il y a comme des espèces de petites patentes qui sont mises à l'intérieur, qui permettent, évidemment, lorsque des structures comme ça, itératives, sont mal conçues, que ça tourne sans arrêt, il y a une espèce de petit
pas un timer, mais quelque chose dans ce style-là qui va simplement dire, écoute, ça fait un petit bout de temps là, que ça ne fonctionne pas. Moi, j'arrête cela pour protéger un petit peu, que ce soit tes données ou ce que tu fais avec ton ordinateur. Bon, alors ici, ça devrait être correct. Alors, je fais ça rapidement. Tant mieux si j'ai des erreurs, hein, ça va me permettre évidemment d'utiliser mon débogueur. Et évidemment ici, je vais faire quelque chose d'un peu cheap, mais je vais dire simplement ici que message est égal à int facto. Donc, pour pouvoir utiliser mon message ici. D'accord? Donc, CTRL-S, voyons voir si c'est fonctionnel de l'autre côté. Je m'en vais évidemment sur Google. CTRL-R et je clique ici. Le factoriel de 5, ça donne bel et bien 120. Je suis correct. J'ai eu la malchance que ça fonctionne du premier coup. OK, alors donc 5 x 4 x 3 x 2 x 1, ça donne effectivement 120. Faisons une petite erreur de conception. OK? Évidemment, c'est sûr que je pourrais faire des erreurs ici, encore une fois, de syntaxe. Alors, si on fait par exemple ici, très rapidement, donc si je m'en vais ici sur mon PS Pad et je m'en vais par exemple ici sur ici, bon, je pourrais mettre effectivement encore une fois une petite erreur ici. Je pourrais mettre, moi, je sais pas, mon X qui est ici. On va voir ce que ça va donner ici. On espère que ça ne se plantera pas. Et tant mieux si ça plante. OK, alors donc je m'en vais ici. CTRL R et voyons voir ici. Déjà là, le système me dit comme quoi qu'il y a un problème. Unexpected end of input. Voyons voir. Je me retrouve donc dans l'environnement ici. PS Pad. Je réalise assez rapidement ici que je n'ai pas fermé comme il faut. Alors, donc, il faut faire attention où est-ce que je ferme. Hein? Alors ici, c'est là-dedans. C'est ici que je vais tourner ça et puis évidemment arriver à la conclusion. Voyons voir ici rapidement si je me retrouve dans l'environnement ici. Chrome, CTRL R encore une fois. Je clique. Il y a un problème. Okay, voyons voir ici. Donc, uncut reference ici. Donc, I is not defined. Donc, je veux utiliser I dans ma structure itérative. Je ne la définis pas au départ. Donc, effectivement, il fallait la définir ici. Et c'est mon problème avec le X qui est ici. Bon, alors donc, je reviens encore une fois dans mon PS Pad. J'arrange ça ici. Voyons voir encore une fois si j'ai réglé mon problème. Je m'en vais dans Chrome bien rapidement. CTRL R, je vérifie et effectivement, je suis correct. Bon, OK. J'ai réglé mon problème pour ce qui a trait à les erreurs qu'on a vues tantôt, les erreurs de syntaxe ou d'orthographe. Maintenant, imaginons que je fais une erreur de conception. Et ça, c'est une erreur de conception assez grossière que je vais faire. Mais imaginons ici que je ne mets pas plus petit ou égal, mais je fais ici plus petit que l'index. OK? Est-ce que ça va planter? Je pense pas. Bon. Alors, si je m'en vais ici sur CTRL, donc sur CTRL R sur Chrome ici, et je m'en vais cliquer sur 5, sur clic ici. Donc, si je me retrouve avec ici un résultat qui est égal à 24, OK, au lieu de 120. Ça n'a pas planté, il n'y a pas d'erreur nulle part, mais le problème, c'est que je n'ai pas le bon résultat. Alors donc, il va falloir que je trouve la situation, la problématique qui m'a amené à faire ceci. OK, pourquoi j'ai fait ça? Dans ces circonstances-là, évidemment, le débogueur nous offre d'autres outils qui peuvent être intéressants. Alors, je vous montre les deux principaux outils qui sont possibles d'utiliser. La première ici, vous allez justement en mode source. OK? Et vous allez vous rendre ici, vous allez cliquer ici, spécifiquement à cet endroit-là, à 39 ici. Et je vais cliquer aussi à cet endroit-ci. Alors, vous remarquez ici qu'il y a un code de couleur qui apparaît pour ces deux lignes-là. Voyons voir ce qui va se passer. Je clique ici. Bang. Automatiquement ici, le système va m'amener. Ici, je ne voulais pas aller nécessairement ici. Je vais juste aller ailleurs, si vous me permettez. Je vais enlever ceci. Je vais plutôt le mettre juste ici en dessous. D'accord? Alors, je clique évidemment ici sur mon bouton cliquer et le système va arrêter automatiquement à la première instruction qui est faite à l'intérieur de la fonction. Regardez ce qui est possible de faire. Premièrement, sachez ici que, encore une fois en source ici, vous pouvez voir ici tous les breakpoints que vous avez faits. On appelle ça des points d'erreur, des breakpoints. Okay? Comme quoi ici, il y a eu un événement qui a été donc demandé, donc faire cela, à la ligne 39. Et donc, je vais arrêter à la ligne 39 présentement. Et regardez ce qui est possible de faire ici. Donc, je vois déjà ici que je peux arrêter le processus d'opération de l'algorithme grâce à ces points-là. Maintenant, je peux passer ce point-là pour aller au prochain point. Donc, comment fais-je faire pour aller au prochain point? Il y a deux méthodes. Vous pouvez par exemple ici,
Donc, resume script execution, va-t'en vers le prochain point d'arrêt. Ou alors, tu peux le faire directement en appuyant sur F8. Donc, si je fais ici F8, je m'en vais automatiquement sur le prochain point. Et regardez ce qui se passe ici. Le système va me donner beaucoup d'informations ici sur les valeurs en question. Donc ici, message est égal à 24, OK, index est égal à 5, infactor est égal à 24, etc. Beaucoup d'informations qui sont possibles d'avoir juste là, qui me permettent de comprendre que là, si je suis rendu ici avec un infactor 24, puis je m'en vais bientôt afficher, il y a une erreur quelque part. Encore une fois, le principe, c'est qu'on sait que les valeurs normales que j'ai associées à cet algorithme-là auraient dû me donner un factoriel de 5, 5 factoriel égal à 120. Bon, alors je passe ici à F8 pour le prochain point d'arrêt. Il n'y en a pas d'autre. Alors, donc, j'ai terminé mon programme. OK? Voyons voir l'autre possibilité. Je vais enlever ce point-là, si vous permettez. Donc, on voit effectivement ici que j'en ai juste un. Mais je vais quand même un point d'arrêt. Regardez bien ce qui va se passer. Je m'en vais encore une fois sur le bouton « Cliquer ici ». Il arrête à cet endroit-là. Au lieu d'utiliser donc le F8 pour passer d'un point d'arrêt à un autre point d'arrêt, ce qui serait inutile dans ce cas-ci parce que j'en ai pas d'autre, je vais utiliser plutôt la touche F10. La touche F10, qu'est-ce qu'elle me permet de faire? Elle me permet d'aller dans chacune des instructions. Alors, regardez bien ce que je vais faire ici. Je m'en vais sur F10 et je passe sur chacune des instructions. Donc, message est égal à undefined. Déjà là, je suis posé allumer. Ce n'est pas une bonne pratique de faire ici la déclaration de variable et pas l'affecter. Affectez-les. Que ce soit égal à 0, si c'est un nombre, que ce soit par exemple un booléen que vous allez mettre par défaut à true, ou que ce soit par exemple du texte qui va être égal à une paire de guillemets, ou dans les pires circonstances, égal à nul. OK? Mais affectez vos variables. Ce n'est pas défini et non défini comme ça. Alors, je continue évidemment et je passe chacune des instructions. Alors, dans ce cas-ci, voici index est égal à 5. Donc, si j'avais un problème tantôt là, par rapport à ça, que ça ne sortait pas comme il faut, je pourrais avoir déjà de l'information qui me dirait « Oh, ok, correct, parfait, j'ai fait une erreur là. » Je continue ici, j'embarque dans ma structure itérative. Donc ici, il y a toute une affectation qui va se faire ici, donc 10. Je m'en vais dans la structure ici. Donc index est égal à 5, infactor est égal à 1. Je reviens à l'intérieur ici, de chacune ici. Et si vous regardez comme il faut ici, il y a une incrémentation qui se fait de i à chaque fois. OK? Donc, on passe à travers toute la gamme ici. Et là, je sors de ceci. OK? Pour m'en aller ici. Et après ça, afficher. Je peux suivre au moins l'algorithme. Dans ce cas-ci, j'aurais réalisé assez rapidement, en le faisant ceci, en ayant fait évidemment mon pseudocode au départ ou ma trace de variable, de dire, hey, il me manque une structure itérative, il me manque une boucle dans ma structure itérative. OK? Au lieu d'en avoir, exemple, 5, j'en ai juste 4. OK? Donc, déjà là, au départ, il y a un problème. Je suppose avoir fait de la multiplication avec 1, 2, 3, 4, et là, je ne fais pas 5. OK? Alors, donc, déjà là, il y a un problème. OK? L'autre façon, évidemment, de le faire, c'est de faire la chose suivante. Je vous invite à regarder ici pour Scope et Watch. Je peux, par exemple, faire la chose suivante ici. Je m'en vais sur plus ici et je vais ajouter une variable à suivre. Alors, je mets, par exemple, ici, excusez-moi, i. Alors, je fais Enter, simplement ici, et j'ai décidé de suivre ici la variable qui s'appelle i, OK, qui me dit pour le moment qu'il est égal à 5. Alors ça, je vais mettre la même chose ici avec int, par exemple, ici, x, qui me dit comme quoi c'est pas disponible, parce que de toute façon, je viens de sortir de l'algorithme. Je pourrais en mettre plusieurs comme ça. OK, je pourrais mettre, par exemple, pour message. Je pourrais mettre aussi pour facto. Alors, dans ce cas-ci, moi, je pense que je vais utiliser justement une facto. Je pense que je vais en avoir besoin. Donc ici, int facto. Et je vais suivre ces trois variables. OK? Et voici ce qui est possible de faire. Parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Là, on va juste aller, à mon avis, ce qui est le plus important, mais on pourrait mettre des points d'arrêt sur des variables à un temps donné, etc. On peut faire beaucoup de choses à l'intérieur. On va juste faire ceci. Je repars, si vous permettez, ici, mon clic ici. Donc, ici, je vais terminer mon programme. OK? Et je repars ici. Donc, c'est ici que je l'ai fait pour dire termine le programme. J'aurais pu faire aussi effectivement F8 ou F10 pour aller complètement à la fin du programme. Donc, allons-y. Cliquez ici. Le système s'arrête donc ici à 39. OK? Et là, ici, je commence avec ma touche F10. Donc, je m'en vais ici pour chacune des instructions. Et je vois qu'effectivement, ici, ça a changé. Et ça a changé ici. Donc, infacto, index est égal à 5. On ne le voit pas ici, mais juste là. Et infacto est égal à 1. OK?
Je m'en vais maintenant dans ma structure itérative. On voit ici que le système est dans la structure et commence à faire un comparatif. Vérifie si int x et i est plus petit que int x. Et après ça, ici, il fait sa structure itérative. Après ça, il revient, puis il va dire, OK, parfait, j'augmente i de 1. Vous allez voir ici, i va être égal à 2. Après ça, il fait encore une fois un comparatif. Est-ce que i est par hasard plus petit que int x? Bien sûr. Alors donc ici, je m'en vais dans la structure itérative. Je fais ma deuxième structure et je continue comme ça ici. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vais être égal à i est égal à 4. OK? Donc, i est égal à 4. Je m'en vais dans ma structure itérative. OK? Et là, cette fois-ci, vous allez voir, une facto va être égal à 24. 4 fois 6 est égal à 24. OK? Donc, je reviens ici à l'intérieur. Puis là, je vais mettre ici i. Automatiquement, i va être incrémenté de 1. Il va être égal à 5. Et là, c'est là que je vais me rendre compte que le problème ici, c'est qu'ici, il va faire un comparatif. Est-ce que i est plus petit que int x? I, avec 5, n'est pas plus petit que int x. Donc, il ne fera pas la dernière boucle itérative qu'il devrait faire. OK? Il va aller à la fin complètement en disant non, non, non. C'est 24 la réponse, puis c'est comme ça que ça marche. OK? Donc, je vais juste terminer, si vous permettez, en disant terminé. Ce qui me permet de voir, en faisant ça, en suivant les variables ici, de pouvoir, évidemment, constater où est mon erreur. J'aurais pu utiliser évidemment Scope ici, juste rapidement pour montrer comment ça fonctionne. OK? Le système, ce qu'il fait, c'est qu'il voit toutes les variables, OK, à l'intérieur. Je fais F10 ici, et vous allez voir qu'automatiquement, donc, il fait son travail jusqu'à ce qu'à un moment donné, je suis allé un petit peu vite, mais vous avez vu brièvement que message est égal à 24. OK? Et après ça, il sort. Le problème avec Scope, c'est que si vous travaillez avec beaucoup de variables en même temps, vous risquez d'en avoir beaucoup qui vont s'afficher ici. Préférable dans ces circonstances-là d'utiliser juste 2-3 variables, si c'est juste ces 2-3-là que vous les regardez. Si j'en veux plus, bien entendu, vous avez le petit moins ici qui permet de vous en aller de l'un à l'autre ici. D'accord? Donc, on va sortir ça. Je vais m'en aller évidemment sur PSPad. Je vais arranger mon problème ici. Donc, i est plus petit ou égal à index. Je sauvegarde, bien entendu. Je retourne, bien entendu, ici à l'intérieur de mon Chrome. Bon, je m'assure qu'ici, je fais CTRL-R pour sortir de tout ça ici. Et voilà, donc je suis rendu à vérifier si mon programme fonctionne. Je garde mon point d'arrêt. OK, je m'en vais ici. Et je vais y aller encore une fois avec F10, mais cette fois-ci, pour le plaisir de la chose, je vais aller plutôt sur Scope. D'accord? Et je vais vérifier ici qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Donc, on voit ici 5 et 1, parce que j'ai plus mes watch. Là. Alors ici, je m'en vais et je vois évidemment ce qui se passe ici. Malheureusement, on ne voit pas le i, hein, mais on l'aurait eu évidemment dans Watch. Donc, on voit qu'effectivement ici, on est égal à 24. Il revient à l'intérieur ici, et là, il le fait. Il rentre ici à l'intérieur pour donner évidemment notre 120 ici. Message est égal à 120, et j'affiche évidemment la réponse, et c'est fait, c'est terminé. Donc, j'ai réglé mon problème en utilisant une autre fonction, ou en fait une autre possibilité du débogueur, c'est-à-dire de suivre les variables et de faire des points d'arrêt. Lorsque ça plante à un certain moment donné, on peut mettre ça et ça règle une bonne partie des problèmes qui permet de déboguer les erreurs, en grande partie les erreurs de conception et même aussi les erreurs d'exécution. Donc, l'amener à un endroit où est-ce que ça s'exécute mal, où est-ce que ça plante. Donc, en résumé, deux façons de voir les choses. La première, évidemment, c'est tout ce qui a trait à du débogage de CSS, HTML. PSPad fait une bonne job, pas une très bonne job, mais fait quand même une bonne job, que ce soit avec du codage de couleurs ou avec le contrôle F10 qui vous permet de suivre en fait les différentes erreurs ou des warnings qui sont associés. Pour ce qui est évidemment de JavaScript, on va travailler beaucoup plus à deux niveaux. Donc, le premier, évidemment, pour les erreurs orthographiques et les erreurs de syntaxe. Alors, le débogueur va nous faire sortir ces erreurs-là. On regarde le mode console, on regarde évidemment l'onglet source et on voit évidemment qu'est-ce qui se passe, les petits X qui apparaissent. C'est pas parfait, il y a encore des petits trucs à améliorer, on l'a vu tantôt avec un HTML, mais en général, ça va quand même assez bien sortir pour la très grande majorité de ces erreurs-là. Pour ce qui est des erreurs d'exécution, des erreurs de conception, il est préférable de mettre des petites traces de variables, des points d'arrêt et de suivre ce qui se passe. Le inner HTML nous aurait probablement sorti là, c'est-à-dire qu'il fait l'exécution d'une propriété qui n'existe pas et puis, bon, c'est ça qui fait que le résultat ne s'affiche pas. Je vous invite fortement
à utiliser ces deux types de débogueurs-là. Il n'y a rien de plus frustrant que du code qu'on essaie de trouver où est l'erreur et ça ne fonctionne pas. Et plus vous allez vous sentir à l'aise avec ce débogueur-là, plus vous allez être en mesure de pouvoir réparer efficacement et rapidement votre code, puis avoir du plaisir à coder, évidemment. Alors, sur ça, ben, bonne pratique, et puis à la prochaine.